de faire la petite introduction, de vous présenter. En tout cas, tout d'abord, vous remercier Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation, de venir nous parler d'inégalités, de la situation des inégalités en France. Mais il me revient le droit de vous présenter. Heureux hasard ou pas, en tout cas, aujourd'hui, en 1983, le 3 décembre 1983, arrivait la marche pour l'égalité Ouais. à Paris. Ouais. Donc, et on vient parler à Givors aussi, ça s'est passé il n'y a pas très loin d'ici. Donc, heureux hasard, donc c'était aussi de le signaler en 1983, donc le 3 décembre, la marche pour l'égalité arrivait à Paris. Donc revenir parler de... Certains s'en souviennent ici. Eh bien oui, voilà, je préfère le rappeler. Tout, Dire que vous êtes le cofondateur et directeur de l'Observatoire des inégalités, que vous êtes aussi le fondateur du Centre d'observation de la société française, vous êtes aussi contributeur au Monde, à France Inter, à France Culture, à Alternative économique, donc vous avez plutôt un métier de journaliste aussi, à la base, c'est comme ça que vous avez commencé. Et vous êtes diplômé de Paris Panthéon, et puis vous êtes diplômé de l'IEP de Paris. Et en même temps que vous faisiez du journalisme, voilà. vous avez aussi écrit quelques livres, dont certains, comme Comprendre les inégalités en 2018. Alors, j'ai pas les éditeurs, mais Observatoire des inégalités. L'Observatoire des inégalités, voilà. Ensuite, vous avez encore plus, vous avez fait une enquête sur ces privilèges qui n'en sont jamais assez en 2021. Et ensuite, vous avez tous les 2 ans, vous produisez le rapport sur les riches en France, le rapport sur la pauvreté en France aussi tous les 2 ans. Je pense que vous alternez l'un après l'autre. Chez les pauvres, chez les riches. Et puis, et là, alors, il est ici, donc c'est pas juste. Voilà, qui vient de sortir, qui est tout frais, tout chaud, qui est sorti le 27 novembre dernier, destiné à la jeunesse. Donc, on en prendra, nous aussi, quelques-uns pour mettre ça dans notre médiathèque. Et puis, vous avez le rapport aussi sur les inégalités en France, que vous nous avez ramené, donc qui est sorti aussi, qui est très récent. Voilà, une présentation un peu exhaustive, mais encore une fois, merci. Donc, on va avoir à peu près, vous allez avoir 40 minutes de présentation. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'avoir plutôt un échange avec la salle, une interaction avec la salle. Donc, libre de poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre. Monsieur Morin, merci et c'est à vous. Merci à vous. Je suis très, très heureux d'être là avec une tête que je connais bien, justement de l'alternative économique, où j'étais longtemps journaliste. La question qui m'est posée, c'est de faire un état des lieux des inégalités. Et à chaque fois que je suis devant cette question-là, je me dis oh là 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 là. C'est un peu comme si vous étiez au Louvre et puis vous faites faire le Louvre, quoi. Parler des gens du Louvre, et dans notre stock, on a quelques milliers centaines de tableaux, en tout cas. Donc, je suis toujours très perplexe. Ce que je vais vous montrer, c'est mes œuvres à moi, enfin ce qui me semble le plus intéressant, une sélection. Il y aura certainement des choses qui manquent, on pourra en discuter, des sujets que je ne vais pas traiter. Je suis obligé voilà, comme ça, de rétrécir un peu la vue. Et même au sein de l'Observatoire des inégalités, il y a des gens qui pensent différemment et qui voudraient certainement montrer d'autres éléments. Avant de commencer, juste quelques mots sur ce que c'est que cet Observatoire des inégalités. Alors, l'Observatoire des inégalités, contrairement à ce que son nom indique, c'est une association, c'est pas du tout un organisme public, hein, c'est une petite association qu'on a fondée avec un collègue philosophe en 2003, donc il y a un petit moment déjà, et j'arrive de Touraine. C'est situé à Tours, cette belle ville de Tours, et aujourd'hui on a grossi, notamment en partie au départ avec le soutien d'Alternative économique. On est devenu maintenant quelque chose d'assez important. On est 10 salariés, pour moi ça me semble beaucoup. C'est pas énorme, mais en tout cas on commence à avoir un certain poids. Une équipe de 10 personnes avec, on pourra y revenir après dans les questions, mais toute une activité jeune autour d'ateliers Monopoly des inégalités, et puis des publications. Ça, c'est, comme a dit monsieur le maire, ça vient de sortir avec une grosse activité jeune. Notre boulot principal, il consiste quand même à récolter des données sur les inégalités, à observer comme ça avec nos gros yeux, et puis d'alimenter un site internet qui s'appelle inégalité avec un s.fr. Vous pourrez trouver plein de choses. Et tous les 2 ans, notre produit phare, voilà,
C'est ça, c'est ce gros rapport sur les inégalités. Et comme a dit monsieur le maire, on fait aussi des rapports sur la pauvreté et on fait aussi des rapports sur les riches en France. Voilà pour dire très rapidement ce qu'on produit. Pourquoi on a fait l'Observatoire des inégalités? Parce qu'on avait le sentiment dans ces années 2000 qu'il y avait un décalage, au début des années 2000, un décalage entre la manière dont se représente la société et la manière dont nous, avec les éléments qu'on avait, moi j'étais journaliste à Alternative économique, on appréhendait la réalité. Alors c'est pas très modeste, c'est se dire ouais en fait on nous raconte des bêtises et nous on sait, on connaît la vérité, mais bon en tout cas il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène des élections de 2002 avec pour la première fois une candidate d'extrême droite qui arrive aux élections au deuxième tour et nous on se dit bon on est des intellectuels, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu feignant, on va pas directement faire le boulot dur dans les associations, mais on va se situer en amont des associations pour leur donner des armes pour combattre les inégalités, des associations, des citoyens, des enseignants, etc. Enfin de manière très très large. On a fait ce choix-là et puis progressivement on a grossi. On l'a fait aussi parce que comme le disait à l'époque un ancien président de la République qui s'appelait Jacques Chirac, qui a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait pour les réduire, mais en tout cas que les inégalités menaçaient le pacte républicain. Les inégalités, on est sensible à ces injustices et finalement ça a nourri les tensions et on a un peu le sentiment que ça continue, on pourra en discuter, mais qu'il y avait un enjeu, disons, de la démocratie elle-même, de travailler sur ces inégalités. Et donc à partir de ça, on a produit ces états de lieu. Donc je vais essayer de résumer un peu notre point de vue sur le sujet. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle quand même 5 trucs qui nous caractérisent un petit peu, enfin disons de nos principes de base. Le premier, c'est que notre chose, c'est pas l'objectivité, mais c'est d'objectiver. C'est-à-dire notre base de travail, c'est on collecte des données le plus sérieusement possible et après on les met dans le débat et après on débat, mais on vous vend pas de l'inégalité. Quand les inégalités diminuent, nous on dit les inégalités diminuent. Quand on a l'impression qu'on exagère la pauvreté, par exemple, nous on dit non, mais là c'est exagéré. On essaye de faire un travail pas objectif mais objectivé et puis assez, on va dire, honnête. On n'est pas, moi je suis pas le monsieur plus des inégalités. Ça m'arrive assez souvent de dire attention, exagérez pas, vous allez voir, je vais vous en faire un peu là-dessus, mais en tout cas de ne pas prendre l'inégalité comme un produit marketing pour toujours en rajouter. Le deuxième point, c'est que l'Observatoire des inégalités, c'est pas le blog de Louis Morin. Là-dedans, il y a des gens qui pensent des choses différentes. Moi, je publie des auteurs avec lesquels je suis pas d'accord, mais c'est pas très important. À partir du moment où je trouve que c'est sérieux, c'est une analyse qui se tient, qu'il y a des éléments factuels et puis que ça repose sur un travail qui a été fait, voilà, moi, mon rôle, c'est pas de dire tout le monde doit penser comme Louis Morin. Ces points de vue sont aussi intéressants. Le troisième point, c'est que très souvent, quand on parle des inégalités, on parle de revenus et c'est les économistes qui prennent la parole. Quand on me demande est-ce que les inégalités augmentent, moi j'ouvre des grands yeux comme ça parce que je ne sais pas répondre à cette question-là. En vrai, on me dit est-ce que les inégalités de revenus augmentent? Et les inégalités, c'est la santé, le logement, les hommes, les femmes, les catégories sociales, les âges, etc. Donc je ne peux pas répondre comme ça. Je vais essayer de dresser des pistes tout à l'heure, mais a priori, il faut faire appel à des sciences différentes, des sociologues, des économistes, bien sûr, des historiens, des juristes et autres. Le quatrième point auquel on est extrêmement attentif, c'est l'indépendance politique. Quand Romane, que je ne vois pas, qui est là, m'a contacté, au passage, il faut la féliciter pour l'organisation. C'est vrai. Elle a fait un énorme travail. J'ai dit attention, nous on est indépendants, on n'est pas dans la campagne, on parle pas de la campagne, on veut pas, attention, on veut pas entrer dans la campagne des municipales, etc. Et chez nous c'est viscéral, c'est-à-dire que on veut absolument pas pouvoir être catalogué dans telle ligne, tel parti, tel truc. À l'intérieur de l'Observatoire, il y a des gens qui ont des opinions quand même relativement différentes. Et nous, c'est très important qu'on puisse se parler et qu'on ne soit pas, nous, mis dans une case. Et enfin, le cinquième point, c'est que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de parler au plus grand nombre.
l'entre-soi des bac plus 8 qui sont tous convaincus de la même chose, qui parlent avec des mots qu'on ne comprend pas, ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est d'ailleurs que si l'observatoire il est là pour parler que à des surdiplômés, en proposant de l'information gratuite, il nourrit les inégalités, puisque ces gens-là, ils ont les moyens de payer de l'information et ils ont les moyens de faire autre chose, d'avoir accès à l'information. Donc notre rôle, c'est surtout d'essayer. Alors peut-être qu'on ne réussit pas, on pourra discuter de ça, mais de parler à un public très large. Voilà pour nos principes. Quelques éléments en introduction sur, au fond, c'est quoi la France? Et avant de montrer les problèmes qu'on a, je veux quand même toujours rappeler que la France, c'est un des meilleurs modèles sociaux au monde. Je vais vous montrer quelques slides. Alors, je ne suis pas un fan du PowerPoint, mais pour montrer des graphiques, c'est quand même plus facile quand c'est représenté. Il n'y aura pas de blabla, mais c'est juste pour vous montrer quelques courbes. On prend les années 70, on regarde l'évolution du niveau de vie médian. C'est le niveau de vie qui sépare les ménages en deux. Il y en a autant qui sont plus riches, autant qui sont plus pauvres. C'est un peu différent de la moyenne, mais vous voyez quand même la tendance de la progression. Depuis les années 70, le niveau de vie médian après inflation, il est 2 fois plus élevé. C'est multiplié par 2. Hein. Notre richesse, elle s'est, en moyenne, a été multipliée par 2. Ah bon, on voit bien qu'il y a quand même des petits moments où c'est plus la même chose, mais en tout cas, si on prend les personnes qui avaient 20 ans dans les années 70, nées en 1950, elles ont vu une transformation considérable de la France d'aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec la France des années 70. On s'enrichit. Deuxièmement, on pourrait prendre plein d'autres exemples, mais là, j'ai pris l'évolution de ceux qui n'ont aucun diplôme, donc au maximum le brevet, hein, fin de troisième. On voit bien que si on prend un peu de recul, il y a une très très grande baisse de ceux qui sortent sans aucun diplôme. Ça se tasse un petit peu à la fin. On dirait un peu qu'on a un plancher, mais que contrairement à certains discours sur le déclin de l'éducation française, etc., non, il y a de moins en moins de gens qui sortent sans diplôme. Je continue. Si on regarde les inégalités salaires entre les femmes et les hommes, là aussi sur longue période, on remonte aux années 60. C'est une des grandes transformations de la société française. Alors évidemment, il en reste encore beaucoup. On n'est que sur des temps complets. Hein. Ici, il y a quand même une grande évolution de rapprochement de la condition salariale des femmes et des hommes qu'il ne faut pas oublier. Si on regarde les taux de pauvreté maintenant en Europe, alors en fonction des années, on est soit au milieu, soit plutôt parmi les pays où il y a le moins de pauvres. Il y a là-dedans des pays qui n'ont pas du tout connu la même situation industrielle et de migration que la France aussi, mais on n'est pas du tout un des pays les plus pauvres. Certaines années, on est même un des pays d'Europe parmi les moins pauvres, hormis les deux qui se distinguent vraiment, c'est la Finlande et la République tchèque. Mais en fait, en gros, on est à peu près en ce moment au milieu de ce tableau-là. Pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup qui disent, mais les gars, il fait un observatoire des inégalités et puis il est en train de nous dire que tout va bien, etc. Oui, la vie d'une société, c'est ni noir ni blanc, c'est des choses qui sont parfois un peu nuancées. Ça, c'est un premier point qu'il faut quand même avoir en tête aujourd'hui, où on a tendance à penser en noir ou blanc. Le deuxième truc, c'est que quand on fait la critique des inégalités, il faut être très conscient des effets pervers. J'ai mis un boomerang, on peut se la reprendre dans la figure. Parce qu'à force de dire que le système français, il est pourri, que tout dysfonctionne, qu'il ne fait plus rien à l'école, les déserts médicaux, etc., tout ce que vous voulez, le mal logement, on se retrouve à avoir un discours, enfin plusieurs types de discours. Un premier, tout ça c'est pourri, on va larguer tout ça et vous allez voir, tout va aller bien, on va tout privatiser et ça arrive très bien. Faut quand même remettre un peu l'église au centre du village et regarder un peu comment les choses se passent aujourd'hui. Deuxième élément, à force de dire ça, et notamment aux plus jeunes, on travaille beaucoup avec les jeunes et on est extrêmement attentif. Le programme jeune chez nous s'appelle Informer sans enfermer. À force de leur ressasser que il y a des inégalités, des discriminations, etc., on met dans la tête une sorte de fatalisme, c'est-à-dire il n'y a rien à faire, c'est la même chose que le débat autour des questions d'environnement. Si la planète va péter demain,
tous ensemble, fuyons, buvons du bon vin, fumons des cigarettes devant la télévision et on arrête tout, quoi. C'est plus la peine, c'est pas la peine de se mobiliser. On se mobiliserait pas si on pensait que de toute façon ça servait à rien, qu'avant c'était vachement mieux et qu'on allait toujours vers le négatif. Non, si on fait l'observatoire des inégalités, c'est bien parce qu'on pense pas ça. Et même au-delà, on finit par faire intérioriser la situation aux plus jeunes et finalement on fait taire certaines revendications. À force de répéter il y a 10 millions de chômeurs, il y a 10 millions de pauvres, etc., bah, quand on est jeune, on arrive dans l'emploi, on se dit bon bah ouais, moi j'ai mon petit boulot, je réclame rien parce que j'ai tellement la trouille de tout ce qui se passe qu'on va rien réclamer. Donc il faut quand même être prudent. Le discours sur les inégalités, c'est pas anodin, quoi. Quand on manipule les discours, moi pour faire bien, j'aurais pu vous faire tout un panorama de l'explosion des inégalités en France, des super riches, etc. Ça fait bien applaudir, on est content, etc. Tout le monde mais le problème, c'est qu'on joue avec le feu. Et donc ce feu-là, il faut le maîtriser. Alors quand même, si on a fait l'observatoire des inégalités, c'est certain que c'est pas pour s'arrêter là, puis s'en aller, puis là, on me dit waouh. Avant, je faisais encore plus long, je faisais un peu le plus et le moins, et puis au bout d'un moment, les gens, ils étaient là, ils étaient sur leur chaise, ils disaient ah non, j'en peux plus, mais pourquoi il me dit ça? Je fais un observatoire des inégalités, c'est un peu dissonant. Et évidemment, derrière ça, il reste quand même quelques petits problèmes que je vais essayer assez rapidement de vous présenter. Le premier angle, c'est bien sûr, j'ai dit que les inégalités, c'est pas que le revenu, mais dans une société marchande où la consommation joue un grand rôle, l'argent fait pas le bonheur, mais quand même, pour aller au magasin que vous citiez tout à l'heure, de mode chic, bah, il n'y a rien de tel que d'avoir un peu d'argent, plus basiquement, pour se loger. Je veux bien que l'argent fait pas le bonheur, mais si vous n'avez pas des revenus suffisants, c'est assez difficile d'avoir un toit convenable. Et donc, les inégalités de revenus, c'est quand même un peu quelque chose d'important. Je vais vous donner quelques exemples hein, des écarts qu'on peut avoir. Là, je vous ai mis un très très beau camembert où on répartit la masse de tous les revenus par des tranches de 10% de population. Ben, ceux de tout en bas, ils récupèrent 3%, ceux de tout en haut, ils récupèrent 24% du gâteau. C'est comme ça qu'on répartit le gâteau des revenus en France. Les 10% du haut, ils ont 24%, les entre 80 et 90, ils sont 14%, etc., etc. La part se réduit progressivement. Ça, c'est la masse des inégalités de revenus dans notre beau pays. Au passage, par rapport à un débat, quelque chose une idée fausse qu'on entend souvent, on dit, je ne leur ai pas remis là, mais la France est un pays égalitaire. Non, c'est faux. La France est un pays à peu près dans la moyenne des inégalités. Une fois qu'on a fait la redistribution, si on regarde avant les impôts et les prestations sociales, la France est un des pays les plus inégalitaires. À la base, en France, les revenus sont distribués très inégalitairement. On paye beaucoup d'impôts, donc on arrive à la moyenne. Hein, on n'est pas bien classé, mais on arrive à se placer dans la moyenne parce qu'on a un système fiscal qui redistribue la richesse. Là, je vous ai mis notre échelle des revenus selon l'Observatoire des inégalités avec des trucs très différents. Le RSA, alors évidemment, il y a des gens qui n'ont rien pour vivre, hein, qu'on a beaucoup de mal à estimer et à avoir des données, mais il n'y a pas longtemps, le Secours catholique a publié son rapport disant que la moitié des personnes accueillies par le Secours catholique touchaient moins de 500 €, et encore, ils ne comptabilisent pas ceux qui déclarent aucun revenu. Donc, il y a des gens qui vivent avec quelques dizaines d'euros par mois. Notre seuil de pauvreté, le SMIC, ça, c'est le niveau de vie médian. La moitié vit avec moins, la moitié vit avec plus. Hein, pour une personne seule, après impôts et prestations sociales. Donc, il y a la moitié au-dessus, la moitié en dessous. Après, on a fait des limites de classe moyenne, le seuil des 10% les plus riches, et puis ce qu'on a inventé, en réalité, dans Alternative économique, mais après on l'a repris, un seuil de richesse qui est finalement le double du niveau de vie médian. Donc nous, on va considérer qu'à partir de 4 300 € net de tout, on entre dans le seuil de richesse, les 5% les plus riches, les 1%, et en réalité, on devrait, après, ça monte très très haut, il y a plus grand monde, hein, vous voyez, parce que là, on est déjà à 1%, donc là, tout ça, ça fait 99%, mais ce 1%, il est
quasi nos limites. Tout en haut, on a des revenus astronomiques qu'on connaît pas très bien, mais ça, c'est pour vous situer un peu les ordres de grandeur. Attention, on est dans une personne seule, hein. Donc ça, c'est vraiment pour une personne seule. Pour un couple, en général, on considère qu'on va multiplier par 1,5. On ne multiplie pas par 2 parce qu'on n'a pas besoin de 2 salles de bain, 2 cuisines. On fait des économies quand on vit en couple. C'est ce que l'INSEE nous dit en tout cas. Et voilà des éléments qui nous servent un peu à cadrer le débat. Quand on regarde justement la composition de quelques éléments de revenus avec 3 modèles, alors là, je schématise la société. Il n'y a pas de famille monoparentale, il n'y a pas plein de trucs, des gens qui ont 8 enfants, tout ce que vous voulez, hein. Il y a plein d'autres situations, mais les situations principales, c'est quand même ça. Ben, on va partir du niveau de vie médian, on va être un peu au-dessus de 2 000 €. Pour un couple sans enfants, 3 200, et puis pour une famille avec 2 enfants, donc le niveau de vie qui sépare la moitié des familles avec 2 enfants, mais le niveau de vie, il se situe à 5 400 €. Et notre seuil de richesse, vous voyez, il part de 4 000 et il va jusqu'à 10 000 € pour un couple avec 2 enfants. C'est les chiffres que nous donne l'INSEE. Et donc, nous, on va considérer comme riches tous ceux qui sont au-delà de ça. Quand on regarde les évolutions et qu'on prend aussi du recul, nous, on aime bien prendre du recul parce que quand on me demande est-ce que les inégalités déjà de revenus augmentent, bah moi, si ça dépend si vous vous situez là, je sais pas, faut me dire à partir de quand. On a quand même une grande phase des années 70-80 jusqu'au milieu des années 90. Alors c'est compliqué parce que l'INSEE a changé de méthode ici, là. Donc c'est pour ça que vous avez un petit truc comme ça là, qui est pas facile, il faut le remettre. Mais en tout cas, on a une grande période, la période post-68, hein, des grèves de 68 notamment, de réduction très grande des inégalités. Il y a beaucoup de prestations sociales qui se mettent en place dans cette phase-là jusqu'à ce moment-là. Et à partir de là, ben, on voit quand même qu'on a une tendance. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est pas linéaire, mais qu'il y a une tendance à la remontée. On a un peu quand même un de toboggan, quoi, on va dire, pas vraiment une courbe en U, mais à la fin, quand même, les inégalités se remettent à augmenter. L'indice que j'utilise là, c'est un indice, on parle de l'indice de Gini, c'est un indice qui compare la distribution des revenus en France et une situation d'égalité. Il regarde tous les revenus et puis il dit si on était égal, à quel niveau on serait. Il agrège, c'est une moyenne de tous les revenus du pays. C'est un indice moyen qui s'applique à tout le monde, hein. On distingue pas là, à ce niveau-là, des catégories, des jeunes, des vieux, des catégories sociales. En moyenne, avec cet indice-là, ben, on voit qu'il y a une remontée des inégalités, qui n'est pas une explosion des inégalités en moyenne dans la France, hein. Quand on regarde l'évolution du taux de pauvreté, c'est compliqué, encore plus compliqué, parce que là, les indices ont changé. On utilise plusieurs manières de mesurer la pauvreté, avec plusieurs seuils différents. Le seuil quand on dit le seuil à 60%, 50 ou 40, c'est en pourcentage du niveau de vie médian dont j'ai parlé tout à l'heure, en un peu plus de 1 000 €. Et plus on descend, plus on va avoir un niveau restrictif, et plus on va avoir un pourcentage élevé du niveau de vie médian, plus on va avoir un taux de pauvreté qui va être élevé. Quand on regarde ces seuils-là, on voit quand même à peu près la même chose, une période de baisse, et puis à partir du début des années 2000, ben, plutôt une tendance à la remontée. Pareil, pas une explosion de la pauvreté, mais plutôt une tendance à la remontée. Quand on regarde le seuil, on est en pourcentage. Là, on regarde le pourcentage de pauvres. Sauf que quand on regarde des nombres, bah déjà nos chiffres, ils commencent à avoir une tête un petit peu différente. Et en fonction des indicateurs, on va avoir des évolutions différentes, mais vous voyez que nous, celui qu'on privilégie, c'est celui qui est un entre-deux, c'est-à-dire que on trouve que le seuil le plus élevé, il force un peu le trait. On arriverait aujourd'hui à 10 millions de personnes pauvres. Pour nous, bah, c'est regrouper des gens qui sont dans des situations trop différentes, donc on utilise un seuil un peu plus bas. Mais en gros, on était aux alentours de
de 4 millions de personnes pauvres, un peu moins même au début des années 2000. Disons que si on se situe là, on est plutôt aux alentours de 4 millions. Et aujourd'hui, on a quand même nettement dépassé les 5 millions de personnes pauvres. Ça fait quand même 1 million de personnes supplémentaires. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Par rapport à la pauvreté, on ne voit pas une explosion. Alors on pourra discuter de ça, de la pauvreté, mais plutôt l'idée que il y a des gens qui s'éloignent progressivement, et puis il y a des gens qui restent taqués, quoi. Tout ça, nous, on voit les choses, c'est qu'il y a toute une partie de gens qui ont des niveaux de vie qui stagnent ou progressent peu, et puis des autres qui s'éloignent lentement. Eux, ils restent au port, et puis les autres, ils ont pris le bateau. Si on regarde maintenant le même camembert que tout à l'heure, mais pour les revenus, pour tout ce qui est pas les revenus, pardon, mais pour ce qui est le patrimoine, la fortune des gens, alors là, vous voyez l'écart. Aujourd'hui, il y a des grands débats sur la fiscalité du patrimoine, et vous voyez, les écarts sont beaucoup plus grands. C'est qu'on a 10% de la population qui possède quasiment la moitié de la fortune, et puis là, il y a marqué 0 parce que tout en bas de la hiérarchie, on possède quasiment rien. Ça, c'est 0,1% en fait. On n'a pas mis la virgule, mais les 10%, les moins fortunés, ils possèdent quasiment rien. Attention, ce graphique-là, il est tous âges confondus. Il y a là-dedans des gens qui, par définition, sont très jeunes et n'ont par définition pas de patrimoine, puisque le patrimoine, c'est quelque chose qui s'accumule. Hein. Attention, c'est une moyenne, tous âges confondus. Donc, il faut être quand même prudent, mais n'empêche que, voilà, le patrimoine, c'est de l'accumulation du revenu dans le temps, et on arrive à des écarts qui sont très importants. Petite page de publicité au milieu de cet exposé sur si vous voulez savoir où vous en êtes en termes de salaire, ça c'est notre comparateur magique, c'est le truc qui est le plus utilisé sur le site de l'Observatoire des inégalités. Vous mettez votre salaire ici et ça va vous situer. En quoi c'est important? C'est que notre rôle, c'est de cadrer un peu les choses, de dire où est-ce qu'on en est, situez-vous, où est-ce que c'est quoi la hiérarchie aujourd'hui des revenus, et moi ça me semble quand même assez important de pouvoir cadrer les choses, d'objectiver. Alors c'est des salaires à temps plein, alors les gens qui sont en temps partiel vont pas forcément se reconnaître, parce que quand on est à mi-temps, on a la moitié d'un salaire, c'est pas des niveaux de vie, parce que il n'y a pas les revenus du patrimoine, etc. Mais enfin, ça permet quand même un petit peu de se situer. Alors, les revenus, c'est une chose. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là, et qu'est-ce qui structure ces écarts aujourd'hui? Pour moi, disons, ce qui nourrit ces tensions et ces écarts de revenus est lié en grande partie à la question de l'emploi et ce qu'on a appelé, nous, le mal-emploi. À partir des années 70, ralentissement de la croissance, montée du chômage, puis le chômage, il reste structurellement à un niveau élevé. Je vais le montrer. Le mal-emploi, pour nous, c'est quoi? On fait la somme des salariés précaires, CDD, intérim et alternance. On pourrait débattre de mettre l'alternance dedans. Hein. On a 8 millions de personnes au total, 3,8 millions qui sont des précaires, des chômeurs et des inactifs qui souhaitent travailler. On pose la question aux gens, vous ne travaillez pas, mais est-ce que vous souhaiteriez travailler? Et des gens qui répondent, oui, en fait, en réalité, je voudrais travailler. Vous voyez que ces personnes précaires, aujourd'hui, dans la société française, nous, on estime qu'elles représentent à peu près 26% des 30 millions. Hein. 26% des 30 millions, ce qui est très loin d'être négligeable. La société d'aujourd'hui, par rapport à la société des années 70, elle a changé notamment là-dessus. Cette précarité a un rôle extrêmement important. J'y reviendrai un peu plus tard. Quelques graphiques d'évolution. Là, je vous ai mis le taux de chômage par catégorie sociale. Vous voyez l'écart qui structure en fonction des catégories sociales, avec comment on se distingue très fortement les ouvriers en bleu, les ouvriers peu qualifiés du reste de la population, et puis en comment les cadres, pour les cadres et professions intermédiaires, c'est ce qui s'appelait avant cadre moyen, c'est un peu le cœur des classes moyennes, on se situe peu ou prou à peu près toujours aux alentours de 5% pour les professions intermédiaires, et puis 3 ou 4 pour les cadres, mais en quoi il y a très peu d'évolution. Cette situation du mal-emploi, elle est d'abord structurée, socialement structurée. Je vais en montrer d'autres éléments.
elle est aussi en grande partie structurée par la question de l'âge. Quand on donne un taux de chômage moyen, ce qu'on masque, c'est la situation des jeunes par rapport à la situation de l'ensemble. Hein. Avec des jeunes où, bah là, dans les années récentes, il y a eu quand même un début de... Ça fait du yo-yo. En fait, ce qui se passe, c'est surtout les années 70 et 90, et après, il y a une espèce de montagne russe, là. Mais quand même, globalement, on va rester sur une tendance de 20% de chômeurs parmi les jeunes actifs, pas parmi les jeunes en général. Le taux de chômage, c'est mesuré par rapport à ceux qui travaillent ou qui recherchent un travail. Hein. Et puis, dans le reste de la population, vous voyez que les évolutions pour les autres catégories sont quand même beaucoup moins importantes que ce qui se passe auprès des jeunes. Donc, le premier point, c'était catégorie sociale. Le deuxième point, c'est la question de l'âge. Derrière tout ça, assez souvent, revient cette question de l'âge. Quand on regarde le taux de précarité des personnes précaires, donc CDD, intérim et apprentissage rapporté à l'emploi, vous voyez la marge qu'il y a entre l'ensemble et la question des jeunes. Donc il y a une double articulation d'âge et de catégorie sociale. Je vois que le temps me défile un peu, donc je vais aller un peu vite, mais un élément qui structure énormément le travail, c'est le fait, la manière dont on l'exerce. Là, on fait un indicateur de contraintes physiques dans le travail. Est-ce que vous travaillez debout? Est-ce que vous portez des charges lourdes? Est-ce que vous travaillez sous le rythme automatisé d'une machine? Et vous voyez l'écart qui sépare les cadres supérieurs d'un côté, avec chez les ouvriers qualifiés et non qualifiés, les taux de travail contraint qui sont sous des contraintes physiques importantes qui sont aux alentours de 60-65%. L'univers du travail, il est totalement structurant dans l'activité des personnes. Les écarts sont gigantesques et une grande partie de la vie des adultes, en tout cas, se fait au travail. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a des catégories sociales, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les catégories sociales? Derrière les catégories sociales, je vais le développer encore un peu tout à l'heure, mais il y a bien entendu la question de l'accès au diplôme. Là, c'est le taux de chômage en fonction du diplôme. Vous voyez qu'en prenant du recul depuis les années 80, pour ceux qui ont un diplôme supérieur du bac plus 2, alors je dis pas, il se passe des choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe pour ceux qui n'ont aucun diplôme. Aujourd'hui, les inégalités, la crise, c'est les difficultés de la précarité du travail, c'est d'abord ceux qui n'ont pas eu accès au diplôme. C'est d'abord, mais dire que c'est d'abord ceux qui n'ont pas accès au diplôme ne veut pas dire qu'il ne se passe rien aux autres niveaux de l'échelle des diplômes. Et là, j'ai mis la part de cadre ou de profession intermédiaire, donc cadre supérieur ou moyen, d'ailleurs le haut de l'échelle sociale. Parmi ceux qui ont un diplôme de bac plus 2, on va regarder 1 à 4 ans après, et encore plus intéressant, 11 ans après, parce que 11 ans après, on est installé dans la vie. Si on regarde trop tôt à la sortie du diplôme, on va dire ils ont sorti, puis après ils ont progressé. 11 ans après, on sait que, notamment en France, il n'y a pas beaucoup de promotions. 11 ans après, on bouge plus beaucoup dans la hiérarchie, il y a toujours des gens qui bougent, mais quand même par rapport aux années 80, ça c'est moi, j'ai eu mon bac à ce moment-là, bac plus 2 là, on était à 90% de cadres. Aujourd'hui, on est en dessous de 70%. Alors, vous allez me dire, oui, il y a quand même 70% qui restent cadres. Mais l'ambiance n'est plus la même. Pour ceux qui sortent aujourd'hui, il y a plus de diplômés que de postes de diplômés, même s'il y a de plus en plus de postes de diplômés. Ça ne suit pas le rythme. Et donc, il y a une partie de ces jeunes-là qui, certes, sont dans une situation qui est meilleure que ceux qui n'ont aucun diplôme, mais qui ne se retrouvent pas à l'endroit où ils pensaient être, avec le diplôme qu'ils avaient. L'exemple typique, c'est je fais un BTS et puis je me retrouve dans un métier d'exécution totale. Et ça joue aussi dans ce que ressentent les jeunes. Au final, sur l'emploi, sans doute pas caricaturé, mais en tout cas, par rapport sur le long terme, aux années 70, une grande transformation de la société, c'est sa précarisation. C'est la question de l'importance du statut de l'emploi entre ceux qui ont un statut, plus ou moins, soit de la fonction publique, soit un CDI, où ils sont travaillés dans une grande entreprise, il y a
peu de chances de se faire licencier, et puis les autres. Est-ce que ça veut dire que, comme on le voit souvent, on est tous précaires, la crise, on est tous victimes de la crise? Non, ça c'est faux, ça. Comme je le montrais tout à l'heure, hein, le mal emploi, nous on estime que c'est 1/4 de la population. La crise, elle frappe pas tout le monde. L'idée que la crise frappe tout le monde est une manière commode pour ceux qui en sont pas, qui connaissent pas ces problèmes, de se dire bah oui, ben, on est tous des victimes. La victimisation, c'est un truc aussi qui est très français, de se dire bah voilà, on est tous victimes de la crise. Quand tout le monde est victime, plus personne n'est victime, parce qu'on ne sait plus différencier. La réalité, c'est que cette précarité, elle touche d'abord les plus diplômés. Et que au fond, moi, dans mon Louvre là des tableaux, le truc que je voudrais, peut-être le plus important, un des éléments extrêmement importants, c'est que on est une société où il y a des flexibles et des stables. Alors, c'est pas noir, blanc, mais en tout cas, il y a un lot de personnes qui sont flexibles, qui ont peu d'horizon de vie, un horizon de vie à court terme, comment louer un logement, qu'on est en CDD, on est intermittent, tout ce que vous voulez, comment ça se passe, et puis ceux qui ont un accès. Et ce que nous montrent les données, c'est que les stables sont toujours plus stables et les flexibles toujours plus flexibles. Et ça structure beaucoup notre société, et ça structure beaucoup la relation qu'on peut avoir aussi aux politiques. Quand on n'a pas d'espoir on est dans l'incertitude un peu en permanence, bah, par rapport aux politiques, on dit bon bah pour moi, j'attends rien de la société parce que je suis du côté des flexibles et des précaires. Qu'est-ce qui joue massivement pour déterminer ça? C'est la sanction du diplôme. Comme je l'ai montré sur le taux de chômage, mais je vais vous montrer d'autres éléments. La France est une société par rapport aux autres où le diplôme, pour parler comme les sociologues, a une emprise spécifique. Il n'y a pas forcément dans d'autres pays. Et là, j'ai mis une étiquette parce que on est un pays où l'étiquette compte énormément. Cette étiquette diplôme, bah, elle vous colle à la peau, même quand vous avez 50, 60 ans, on va vous demander de faire des CV, des machins, de prouver que vous avez fait des trucs par rapport à l'expérience personnelle. Il y a des pays qui sont plus inégalitaires, mais où cette étiquette, elle vous colle moins à la peau, et vous pouvez plus facilement changer de parcours. Alors, quelques éléments, hein, premier rappel, hein, toujours avec mes histoires de camembert. Je viens de Normandie à l'origine, mais rappelons quand même ce que c'est que le niveau de diplôme des Français. C'est un peu moins de la moitié qui ont au maximum un CAP. Dans les représentations de ce que c'est que la France, ça je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent. Les bacs plus 3 ou plus, donc si on était au-delà d'un IUT ou un BTS, c'est 1/4 de la population. Ah, vous allez me dire, ah bah ouais, mais non, mais ça c'est pas les gens qui sortent de l'école. Bah oui, les gens qui sortent de l'école aujourd'hui, il y en a davantage qui ont des niveaux bac plus 2, mais sauf que ça c'est la France. C'est-à-dire que quand on fait une élection, par exemple, les gens qui sont âgés, ils ont le droit de voter, par exemple. Et que aujourd'hui, on est constitué comme ça en termes de diplôme, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Alors à un moment, j'avais essayé de calculer l'espèce de taux de pauvreté en diplôme. C'est un truc un peu complexe, mais voilà, en gros, bah, la moitié des diplômes, ça serait le CAP, et puis en dessous d'un brevet, c'est là où on a vraiment, quand on est en France et qu'on a juste au maximum le brevet, là vraiment, on pourrait être une espèce de sorte de pauvreté, on pourrait dire, du diplôme. Je ne sais pas si ça n'a pas énormément de sens, mais en tout cas, c'est quand même presque 1/4 de la population, il ne faut pas l'oublier. Quelques tableaux de vitrine pour montrer. Simplement, là, j'ai représenté, j'ai schématisé avec des cadres et des ouvriers. Au départ, quand on les prend au collège, il y a autant d'enfants de cadres que d'ouvriers. Et puis, j'ai mis l'évolution des différentes filières. J'ai pas tout pris, mais on voit que plus on s'éloigne au fil des études, ben plus la part des enfants d'ouvriers va décliner, plus on va vers les études les plus sélectives, plus la part des enfants de cadre va augmenter. Il y a à l'intérieur un truc qui fait une différence, c'est les BTS. Et quand on veut parler des inégalités scolaires, il faut dire bah oui, il y a des problèmes, des inégalités scolaires en France aussi, mais on a aussi des outils de promotion sociale. Le BTS est clairement un outil de promotion sociale. La part des enfants d'ouvriers en BTS est pas très loin de la part des enfants d'ouvriers dans toute la population.
C'est-à-dire qu'il y a eu, ça c'est quand même une grande transformation de la société française, parce que les parents de ces enfants-là, ils avaient très probablement, très rarement, l'équivalent du niveau du BTS, et donc voilà, c'est linéaire, mais il y a quand même des éléments qui nous montrent que c'est pas comme ça. C'est parce que ce sont voilà, ils sont arrivés. Exactement. Mais enfin, en tout cas, quand on fait un bilan en plus et en moins, il faut dire que voilà, il y a aussi des filières en France où des filières techniques d'enseignement supérieur, UT et BTS, qui n'existent pas dans nos pays. Il y a des pays où, quand vous voulez faire ces métiers-là, vous dépensez quelques milliers d'euros ou de livres si vous êtes en Angleterre. Alors, je continue. Je regarde comment se décompose la relation qu'on a entre, mais elle est évidente, entre d'un côté les ouvriers, les agriculteurs exploitants, et puis les employés, de l'autre côté les cadres supérieurs. L'écart, c'est la part des titulaires d'un diplôme supérieur à Bac+2, voilà, l'écart qui structure ces catégories sociales. Et puis, une fois qu'on a dit ça, et là je vais passer très 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 vite, mais c'est pas juste des statistiques de diplômes, des trucs comme ça, c'est quand même ce qui va déterminer la vie des gens, la manière dont on va vivre très concrètement, pas toujours dans ces situations-là, mais quelques indicateurs comme ça. Là, on a, en fonction du niveau de vie, si on souffre du froid en hiver ou de la chaleur en été, on voit bien que il y a quand même une relation à ça c'est une forme d'inégalité environnementale majeure. Comment on vit aujourd'hui dans les logements en France, et que quand on a les moyens d'avoir des espaces, d'avoir des logements qui sont plus isolés, etc., on vit quand même mieux. Juste quelques exemples, qui sort, comment se structurent les sorties, qui va assister à un concert. Encore, je reprends les cadres et les ouvriers dans ma hiérarchie sociale. Par exemple, le théâtre, on voyait les écarts, 3 fois plus de cadres et de professions intellectuelles supérieures qui vont au théâtre que d'ouvriers. Ça structure aussi nos pratiques, les pratiques de tous les jours. Le cinéma, c'est moins important, mais ça le reste. Voilà, une bibliothèque, voilà l'écart qu'il y a, plus que du simple au double. Ça structure aussi nos pratiques. Notre milieu social, notre niveau de vie, notre niveau de diplôme va déterminer aussi nos pratiques. Et dans les pratiques, il y en a une qui est très importante, c'est la durée de vie. En fonction des... Alors là, c'est que j'ai mis que les... Oui, bien sûr. Ouais. Comme ça, je peux boire un coup. Hop. Moi, ça me fait écho avec ce que vous disiez sur aussi le rapport au monde du travail pour un certain nombre de segments de la population. Ouais. Sur les disparités, notamment, je prends l'exemple de la médiathèque, parce que c'est une pratique qu'on connaît au sein d'une médiathèque. Bien sûr, ouais. Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir l'impact aussi possiblement, par exemple, des horaires d'ouverture sur la possibilité des gens à pouvoir... Notre rôle, c'est vraiment de dresser un panorama général, mais on n'est pas du tout assez expert pour rentrer dans chaque... je me méfie tellement furieusement des toutologues que vous avez sur les plateaux de télé le soir qui parlent de tout et de rien. Le mieux, c'est la radio, c'est écouter les informés de France Info. Là, devenez fous, quoi. Les gens, ils parlent de tout, de rien, on fait commenter de tout, n'importe quoi. Je suis pas du tout assez spécialiste pour dire est-ce que les horaires... Il y a la question de la gratuité, par exemple, aussi qui peut jouer beaucoup sur la fréquentation, mais que ça. Mais en fait, c'est pas que ça. En fait, c'est que il y a la question des revenus, des modes de vie, mais il y a la question pour parler comme les sociologues, ils parlent d'habitude, c'est l'univers, votre univers social dans lequel vous avez grandi. Si vous avez des parents qui sont allés à la médiathèque, vous avez beaucoup plus de chances. Et si vous avez des livres chez vous, paradoxalement, on pourrait peut-être dire que vous avez beaucoup plus de chances d'aller à la médiathèque. Ce qui ne veut pas dire que les médiathèques ne servent à rien, puisqu'il y a quand même des gens qui, sinon, n'auraient pas du tout d'accès aux livres, et que rendre payant les médiathèques, ça permettrait que tout irait mieux et d'élargir le public. Je ne dis pas ça, bien au contraire, mais que nos vies, elles sont structurées, les inégalités sont structurées pas uniquement par les revenus, mais aussi par nos modes de vie, la manière dont on vit. Je continue mon passage, donc j'en étais à l'espérance de vie. Vous voyez quand même que ça paraît juste 2 courbes sur
graphique, mais il y a quand même 6 ans d'espérance de vie, puis c'est à peu près constant. Donc la dernière étude, ça montrait que ça s'est réduit un tout petit peu, mais qu'en gros, on a quand même, de manière constante, 6 années de vie, quoi, d'écart entre les cadres et les ouvriers. Il y a quand même quelque chose de structurant. Là aussi, c'est pas, même peut-être pas essentiellement lié au niveau de vie, mais le principal facteur est pas la question même de l'accès aux soins, même si ça compte. Le principal facteur, c'est la dureté du travail. Les gens qui vivent le moins longtemps, c'est ceux qui se ruinent avec une usure, une pénibilité physique la plus dure. Et puis après, il y a plein de facteurs. Il y a ce qu'on mange, il y a les conduites à risque, il y a tout un ensemble de facteurs. Mais le facteur central, c'est d'abord de s'user le corps sur des chantiers, dans le bâtiment ou à l'usine, à la chaîne, etc. Et ça structure énormément. C'est pour ça que je mettais les conditions de travail aussi tout à l'heure, la vie des gens, la dureté du travail au quotidien. Bon, j'ai été extrêmement rapide pour juste vous montrer quelques tableaux. Quand on a dit tout ça, il ne faut pas oublier que il n'y a pas simplement ça. Il y a plein de trucs. Je donne juste un exemple de la question des discriminations qui se cumulent et s'ajoutent à ces inégalités. C'est-à-dire qu'on n'est jamais un seul critère, on est toujours tout plein de critères. Moi, je suis un homme blanc, plutôt âgé, plutôt très, très diplômé par rapport à la moyenne. Mais cette jeune femme, elle a le moins de chances que moi d'accéder au logement pour plein de raisons, mais notamment parce que c'est une enquête qui a été faite par SOS Racisme en 2022, notamment, il n'y a que la moitié des agences qui produisent des biens qui refusent totalement de discriminer. Il y en a qui discriminent à la base, hein, un quart, et un quart qui disent bon, bah, débrouillez-vous, vous pouvez trier en fonction de la couleur de la peau, ce qui est totalement interdit. Et donc, il y a une combinaison de discrimination et d'inégalité. Alors, on aurait pu parler, c'est de la même façon avec la question du handicap, notamment quand vous avez plus ou moins de moyens, vous n'accédez pas aux mêmes services, vous n'accédez pas aux mêmes outils si vous êtes une personne handicapée que les autres. Ces inégalités, c'est un système global dans lequel on peut être à plusieurs échelles, plus ou moins discriminé ou moins discriminé en fonction de son milieu social, en fonction de sa couleur de peau, le genre qu'on a, son handicap, son âge, etc. Voilà, j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. Qu'est-ce que je veux dire en conclusion? Ça que je viens d'aborder, c'est que il faut toujours avoir conscience qu'on résume des situations, mais c'est aussi pour ça que j'ai insisté sur la question de l'âge et de l'emploi. Il y a le diplôme, bien sûr, mais donner un taux de chômage sans dire ce qui se passe chez les jeunes et les autres, c'est quand même un peu trompeur. Le deuxième point, j'ai voulu quand même insister sur le poids de l'origine sociale et l'école. C'est pas pour minimiser les autres facteurs, mais je pense que ça structure très fortement les inégalités, et qu'on est un pays où on n'est sans doute pas le pays le pire en termes d'inégalité à bien des égards, mais on est un pays où il y a beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie entre les discours d'un côté et l'égalité, sur l'égalité des chances, et puis les actes, et puis la situation que vivent les gens. Et c'est ça qui tend. Si on vous fait pas de promesses, bah, vous attendez rien, et puis on vous doit rien, et puis du coup, bah, ça pose pas un problème. Le problème, c'est que les élèves, tous les jours, quand ils vont à l'école, ils passent devant un truc où c'est marqué liberté, égalité, fraternité, et puis ils se rendent compte qu'au bout du compte, c'est pas ça, quoi. Et que c'est ça qui coince et qui nourrit des tensions. Et ce qui nourrit ces tensions, c'est aussi l'écart qu'il y a entre, du coup, ce à quoi on aspire, c'est-à-dire ce qu'on pense notamment qu'on est jeune, qu'on pourrait devenir, et la réalité que vivent les gens qui subissent notamment le cumul de ces discriminations. Et je crois que si on veut comprendre les tensions qu'il y a aujourd'hui, il faut partir de ça, c'est-à-dire pas de dire à la base le système français il est pourri, tout dysfonctionne, ça marche pas, mais c'est que pour beaucoup de gens, notamment des milieux populaires, les moins qui sont les moins diplômés, les moins qualifiés, les moins bien rémunérés, les plus souvent précaires,
il y a un écart qui est trop grand entre ce à quoi on veut aspirer. On pourrait parler aussi de la société de consommation, les grands temps de la consommation, et puis ce qu'on nous présente, puisque nous, on peut vraiment faire. Même si, tout à l'heure, j'ai dit le niveau de vie médian, on s'est enrichi, on est plus riche, au fond, bah, ça c'est bien gentil, mais moi, je voudrais quelque chose qu'on me présente comme possible et je ne l'ai pas. Et ça, c'est ce qui nourrit beaucoup de tensions, en tout cas, à mon sens. Merci de votre attention. Vous avez vu le vient paraître. Évidemment, personne ne sort de la salle sans avoir soutenu l'Observatoire des inégalités, parce qu'on existe, parce qu'on a des soutiens. Donc, je vais barricader, je vais fermer la porte et vous contraindre à faire un don. Je sais qu'il y a ici des gens qui nous soutiennent parfois depuis très longtemps, en tout cas. Et puis, rendez-vous. Alors, il y a le R qui s'est barré là. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est inégalité avec un S. En plus, voilà, j'étais peut-être un peu fatigué là. Vous rajoutez un S et puis vous mettez un R au bout. Un peu fatigué en terminant cette présentation tout à l'heure dans le train. Mais voilà, vous retrouverez plein d'infos, plein de données, plein d'explications, de pédagogie aussi là-dessus. Voilà, maintenant. Merci à vous. La parole Merci. est à vous. La parole est à la salle. On a le droit de ne pas être d'accord, ou de ne pas avoir compris. N'hésitez pas. Ouais. Allez, je vais faire le maître de cérémonie. Alors, je vais distribuer la parole. Monsieur. Monsieur posait la question tout à l'heure par rapport aux pratiques culturelles et aux horaires d'ouverture. Est-ce que vous l'observez de manière concrète sur le terrain? Je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est à vous plutôt de répondre. Alors, ou pas, surtout. Non. En fait, nous, ce qu'on a observé, ce qu'on nous a donné, c'est que depuis le Covid, en fait, on a moins de lecteurs. Donc, on a plutôt une baisse de la fréquentation de la médiathèque. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on vient d'inaugurer cet espace il n'y a pas très longtemps, il y a un petit mois, parce qu'en fait, on a modifié le rapport à la médiathèque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cartes, il y a un accès libre. En fait, vous pouvez sortir, il n'y a plus besoin de passer par un agent pour pouvoir emprunter un livre. Donc, tout ça est gratuit. Donc, on a mis en place la gratuité, on a mis en place une tisanerie, on a mis en place le BOG. Alors, c'est la bibliothèque d'objets. Donc, ça veut dire que vous pouvez même emprunter une crêpière. Voilà. Donc vous avez à l'entrée. Donc, on a repensé complètement la médiathèque, mais pour faire revenir les gens à venir à la médiathèque. Donc, et vous avez alors, on a numérisé un peu plus. Mais par contre, il y a un agent qui est là pour plutôt vous guider au lieu d'aller désenregistrer des livres, et plutôt vous guider dans des choix culturels. Et donc, on a plutôt des agents polyvalents. Donc, voilà la démarche qu'on a développée. Et donc là, voilà, vous dire qu'il y a plus de lecteurs ou moins de lecteurs, aujourd'hui, je ne saurais pas vous le dire. Et c'est tout nouveau, c'est une nouvelle approche avec les élus que nous avons fait. C'est vraiment d'ouvrir cette médiathèque au maximum avec un espace très, très ouvert. Donc, je ferai attention en sortant, derrière entre la tisanerie, l'objet de partage, et puis ensuite la partie aussi magazine. Donc voilà, la partie magazine, et puis après vous avez les livres et les CD. Donc voilà vers quoi on va. Et nous, en fait, on veut à tout prix que les lecteurs reviennent. Et on a même un espace entre le rez-de-chaussée et le premier étage. On a un demi-étage dans lequel on a acheté sciemment des jeux vidéo, en fait, des consoles de jeux, pour en fait faire venir les jeunes, ensuite les amener pour être captifs, et ensuite pour aller faire travailler autour de la lecture, autour de la vidéo, autour de tout cela, de la musique. Donc, vous voyez, on utilise tout un tas d'artifices pour amener, en fait, pour que ce lieu soit le plus captif possible pour les jeunes et les moins jeunes. Voilà la démarche dans laquelle on est. Ouais. Pour l'accès à la culture, pour rebondir, c'est vrai qu'on voit en fonction des catégories socio-professionnelles où on a plus ou moins accès. Je pense que l'école a vraiment un rôle à jouer pour emmener les élèves au théâtre, emmener les élèves à la médiathèque, emmener les élèves au musée. Mais c'est pas toujours facile. En fait. Je le sais, mais c'est en fait, ça fait partie des objectifs, en fait, faire en sorte. Alors, on va pas parler de politique, mais c'est de faire en sorte que dans la suite que nous souhaitons développer, en tout cas pour accéder à la médiathèque, c'est que tous les enfants de Givors
ait automatiquement une carte. Pour accéder, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin que les familles aillent faire une démarche. C'est-à-dire automatiquement, les enfants aient une carte pour venir accéder à cet outil qu'est la médiathèque, pour le rendre le plus facile et le plus... Et après, il y a un travail aussi sur la question des horaires. Nous, on a sur la place entre la médiathèque et l'hôtel de ville, on a 3 marchés par semaine. Et l'idée, c'est aussi en venant faire vos courses, en achetant votre salade, vous pouvez aller prendre un livre. Donc l'idée, c'est aussi d'ouvrir le dimanche, parce qu'on a une autre, éventuellement, mais ça, c'est une réflexion que nous avons, mais parce qu'après, derrière, c'est de la gestion du personnel. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais ça fait partie de la réflexion que nous avons à faire en sorte que quand vous allez au marché, vous pouvez aller aussi à la médiathèque, prendre un CD, prendre un film, prendre un livre. Donc, voilà. On essaye aussi de créer les conditions pour pouvoir, en fait, rendre accessible. Tout à l'heure, la question des horaires aussi, pour nous, est importante, et notamment d'avoir aussi une journée dans la semaine où la médiathèque ferme plus tard, pas tout à fait de la nocturne, mais un peu voilà, pour adapter par rapport, pour faire en sorte que le personnel ouvrier qui travaille en dehors de la ville puisse venir quand même récupérer soit un film, soit un livre. Et puis le travail hors les murs pendant les vacances scolaires, tout ça. Donc voilà, autour de la culture. Aussi. Le parcours scolaire, ce qui va être inscrit, c'est vraiment d'avoir, alors on ne l'a pas encore défini, mais dès la primaire, d'avoir une carte d'accès pour l'ensemble des enfants de Givors à la médiathèque. Voilà. Après, le problème de l'école, c'est qu'elle est soumise à des injonctions extrêmement complexes. C'est-à-dire, l'école, on est un pays où on a une telle croyance dans le rôle de l'école et du diplôme qu'elle doit tout faire, et qu'elle doit à la fois faire ça, c'est vrai que c'est essentiel, connaissant ses limites, c'est-à-dire que toute une partie de l'accès à l'art et à la culture, on sait très bien que ça ne se rencontre pas à l'école. L'école, elle peut amener, mais elle peut faire une partie du travail, mais elle ne comblera pas les écarts. Et puis en même temps, on demande à l'école d'un autre côté, de revenir sur les fondamentaux, d'apprendre les règles de la vie, etc. etc. Et donc, il y a dans notre pays une tension extrêmement forte autour de l'école et des stratégies scolaires et des trucs qui, dans d'autres pays, sont beaucoup moins développés que nous. On a une croyance extrêmement grande dans le titre, ce qui fait qu'il y a une compétition qui est très très grande, beaucoup plus importante que dans d'autres pays. On a un pays où l'école, elle fonctionne comme un marché, en fait. Elle fonctionne sur le mode de la compétition beaucoup plus que dans d'autres pays où ça marche pas comme l'école ne marche pas comme ça. Par exemple, la notation, c'est quelque chose qui est bizarre. Dans bien d'autres pays, on ne note pas les élèves comme ça. Donc il y a un poids qui porte sur l'école qui est important. Elle a sa part de responsabilité, mais en même temps, pour défendre le système d'un autre côté, il fait aussi ce qu'il peut. Ouais, il y avait une question. Ah non, c'est juste une remarque sur aussi la pratique culturelle. Qu'est-ce qu'on considère comme étant une pratique culturelle légitime et légitime aussi dans votre, ouais. Dans votre tableau, il y a une belle. On parlait de l'école, moi j'étais au lycée ici à Givors. Une fois dans ma vie à l'opéra, c'était par le biais du lycée d'éducation musicale, c'était extraordinaire. Franchement, j'en garde un magnifique souvenir. Et depuis, j'y ai plus jamais foutu le pied malgré tout. Quoi. Donc, il y a la hiérarchie des formes culturelles, voilà. Il y a une belle fiche pour les plus jeunes. Culture et loisirs. Alors, ouais. Alors, un peu pour ma paroisse, aussi, moi je suis aussi issu d'une génération où le jeu vidéo prend une place extrêmement importante. Ouais. Mon sentiment, c'est que je trouve que ça reste quand même aussi notamment une pratique qui est pas encore tout à fait légitimée. Pourtant, le jeu vidéo, ça fait longtemps. Hein. Mais oui, bon, quand on fait des inégalités, on crée du classement. S'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'inégalité. Avoir un chien ou un chat, par exemple, bon, je ne sais pas trop dire, peut-être en Égypte, un chat, quand même, c'est mieux qu'un chien, mais en gros, pour nous, voilà, il n'y a pas d'inégalité. Il y a des domaines où c'est assez facile. Avoir un logement, quand on est une famille de 5, de 20 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me contrediront pour dire qu'il y a une forme de hiérarchie. Par contre, il y a des domaines où c'est beaucoup plus complexe et en plus ça change dans le temps.
Et un des domaines où c'est très complexe, c'est la question des pratiques culturelles. Parce que comment on établit ces hiérarchies? Alors, moi, je pense que toutes les œuvres ne se valent pas. Si je vous fais un dessin là, par rapport à certains tableaux qu'on va voir, ça sera moins bien, quoi. Et donc, il y aura une hiérarchie. Mais jusqu'où on est dans effectivement des œuvres de niveau hiérarchiquement inégaux, et puis on intègre, en fin de compte, c'est la société des gens diplômés qui dit, bah ça c'est bien ça c'est au-dessus de ça, et ça c'est en dessous. Par exemple, le jazz, au départ, des années 1920 aux États-Unis, c'est une musique ultra populaire. Il est en train de se passer un peu la même chose avec le rap. Peut-être que dans 30 ou 40 ans, le rap, ça sera des gens comme moi qui iront voir des concerts de rap. Et le jazz aujourd'hui, c'est ultra élitiste. Si on avait regardé concert jazz, là, on devrait être à 80% des classes supérieures et 10% des ouvriers, alors qu'à la base, c'était l'inverse. Donc les choses, elles se changent dans le temps, les inégalités changent dans le temps. Et donc pour les pratiques culturelles, il y a quand même un grand débat de comment on va placer le curseur, quoi. Qui est-ce qui impose une norme culturelle? On a tous son idée du curseur. Moi, il m'arrive d'aller dans des musées d'art moderne et me dire, waouh, à Lyon, là, j'étais il n'y a pas si longtemps, là, c'est quoi ce au truc? Confluence, il y a je ne sais plus comment il s'appelle déjà, j'ai oublié, mais la banane scotchée au mur, quoi. Bon, moi, la banane scotchée au mur avec un scotch gris, c'est pas du tout mon truc. Et donc, pour moi, par rapport à un tableau du 19e, je défendrais mordicus que non. Mais il y a peut-être des gens qui peuvent penser que ça, c'est une œuvre majeure de la création et que voilà, c'est éphémère. Enfin, ils imaginent bien qu'il y a des gens qui légitiment. Si on se fout dans un musée, qui est une œuvre qui vaut des centaines de milliers d'euros, peut-être qu'il y a des gens qui s'interrogent là-dessus. Donc, en tout cas, il faut se poser la question des critères. C'est valable pour tous les critères. Hein. Pour tout, songez par exemple à la télévision. Au début, la télévision, quand elle arrive, c'est un signe de distinction. La télévision couleur, celui qui avait la télévision couleur, waouh, c'était un truc, c'était hyper distinctif. Aujourd'hui, ce produit-là, c'est l'inverse. Les surdiplômés, ils la cachent, ils disent qu'ils la regardent pas. Les enfants surtout, il ne faut pas qu'ils la regardent. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Ça s'est transformé, quoi. La relation à certains biens change dans le temps. Le truc, cette espèce d'objet-là magique, là, qui s'appelle un téléphone portable qui est tombé dans mon sac quelque part. Mais moi, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, le gars qui avait un téléphone mobile, c'est des GSM mobiles, c'est une espèce de mallette, c'était chef d'entreprise avec GSM mobile et il pouvait téléphoner dans l'univers. Et nous, on dit là, waouh! Et aujourd'hui, il reste des inégalités de type de petits machins là, il reste des inégalités d'âge parce que les personnes très âgées, mais sinon ça s'est très largement diffusé. Donc en fin de compte, observer les inégalités, c'est se poser ces questions-là, mais un peu pour tout et tout le temps dans le temps, quoi. Ouais. Il y a monsieur qui est à côté de madame, oui, vous voulez prendre la parole, et après. Et après, oui. Ouais. Ouais. Pour améliorer l'éducation, l'accès à la culture, l'accès à la santé, il faut des impôts. Et a priori, l'inégalité est beaucoup plus forte au niveau patrimonial, au niveau des successions, des revenus. Et vous avez pris le parti plutôt d'axer votre présentation sur le revenu. Pourquoi pas axer plus sur le patrimoine? Il y a une vraie injustice sur les taux réellement appliqués de la fiscalité pour les travailleurs. C'est approfondi. Alors, premièrement, j'ai quand même montré l'ampleur des écarts. Vous avez vu, je ne vous ai pas parlé des ultra-riches, des Bolloré, des tout ça. Alors, vous trouverez plein d'infos sur notre site. Je ne sais plus, on a calculé, il y a des trucs. Bernard Arnault, je ne sais même plus où il en est, mais je pense sa fortune est équivalente à tous les logements de la ville de Lyon. Tous les logements. Pour donner un ordre, ça n'a pas de sens, parce que c'est une fortune virtuelle, c'est des trucs, mais c'est des chiffres, mais c'est effectivement colossal. Mon souci, c'est que dans le débat public, je trouve qu'on se focalise trop sur une petite pointe extrême des revenus, qui, c'est indécent, s'enrichissent, et des hauts patrimoines s'enrichissent énormément, mais ce qui permet et c'est pour ça que je n'ai pas insisté là-dessus, à ceux qui sont juste en dessous, et quand on dit 99% contre 1%, tous ceux qui sont en dessous de 99, la vie est belle, quoi. Et il faut faire quand même attention.
d'un côté, ce que vous dites est extrêmement vrai. On sait que tout au bout de la hiérarchie, il y a des gens qui sont très peu imposés à rapporter à leur fortune. Alors après, c'est quelques centaines, milliers de personnes. Donc ça, bah oui, c'est sûr qu'ils doivent contribuer comme tout le monde, quoi. Mais qu'en même temps, si on se focalise que là-dessi, comme je pense que c'est toute une partie du discours politique, bah, on fait le jeu de ceux d'en dessous. C'est-à-dire que si vous saviez, quand on publie notre seuil de richesse à 4 000 euros, un peu plus de 4 000 euros, ça concerne 7% de la population. Hein. Donc il y a 93% qui sont en dessous. Ah, on peut peut-être prendre un autre mot, je sais pas ce que vous voulez, aisé, tout ce que vous voulez, mais quand même. Mais là, on a des critiques qui sont extrêmement fortes en disant vous vous rendez pas compte, pour certains, c'est vrai que pour un monsieur comme M. Bolloré ou Bernard Arnault, 4 000 euros, il ne sait même pas ce que c'est de l'argent de poche, il ne le voit même pas. 4 000 euros, c'est tellement faible, mais qu'il faut, disons, à mon avis, combiner les deux. C'est-à-dire, d'un côté, bien sûr, quand même pas être naïf et voir l'ampleur de cet enrichissement-là, mais et c'est pour ça que j'ai pas insisté là-dessus, à trop insister là-dessus, on laisse échapper toute la partie des hauts niveaux de vie et des hauts niveaux de capital, pour parler comme les sociologues, de capital culturel, disons le diplôme, quoi. Et il y a beaucoup de gens, il y a une très grande dénégation des positions sociales de ceux qui ont ces diplômes ou détiennent ces niveaux de vie aisés. C'est pour ça que j'ai insisté à un moment où j'ai dit tous précaires, quoi. Vous voyez la crise, oh là là, le pouvoir d'achat. Le mieux, c'est le pouvoir d'achat. Tout le monde est victime du problème de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça ne veut rien dire. Le pouvoir d'achat du gars qui est SDF ou du gars qui vit avec 500 euros ou 1000 euros, c'est pas du tout la même chose que mon pouvoir d'achat, qui peut être rogné. Mais quand mon pouvoir d'achat il va être rogné, je vais taper un peu dans mon épargne éventuellement si j'ai besoin. Mais quand on vit avec rien, bah, que le cours des biens, le prix des biens il augmente, bah, juste on n'a pas cette épargne. Hein. C'est un élément, j'aurais peut-être dû insister aussi, ce qui structure beaucoup, c'est est-ce que vous avez de l'argent de côté? Est-ce que vous avez de l'argent de côté ou pas? Moi, si ma voiture elle tombe en panne, ben, je sais que peu ou prou, je vais normalement arriver à la réparer. Ça dépend du niveau, mais en tout cas, bon, voilà. Mais il y a des gens, ben non, si la voiture elle tombe en panne, on n'a pas les moyens de racheter une autre bagnole et éventuellement on peut plus aller au travail. Et donc, ça c'est aussi un élément structurant, mais pas seulement pour les hyper hauts patrimoines. Avoir de l'argent de côté pour pouvoir venir en cas de problème, c'est quelque chose qui structure des univers sociaux des gens. Il y avait madame au fond, madame Alali. Oui, moi j'avais juste une petite question sur la slide sur laquelle vous avez la catégorie socio-professionnelle, cadre et non-cadre. Ouais. Alors, c'est sur le niveau d'études, il me semble. Avec les diplômes en face. Ouais. Ah oui, le BTS. Voilà, ça là. Je me demande pourquoi vous n'avez pas mis les bacs professionnels. Ah, parce que pour que vous puissiez le lire. Hein. Et puis j'ai pris que les ouvriers et les cadres. Hein. J'ai résumé j'ai mis. Non, mais bien sûr, j'aurais pu mettre. Mais là, il y a tout plein de filières qui manquent. Hein. Ouais, c'est juste un souci de présentation. Hein. Mais si j'avais mis les filières pro, bah là, vous auriez eu un truc ouvrier plus élevé. Beaucoup plus élevé que bien sûr. Hein. Non, mais c'est juste un souci de présentation. Ça, c'est un problème auquel on est confronté. Quand je vous parle de classes de gens et de ménages et que je résume au départ avec 3 classes de gens, je sais plus où ils sont, mes petits bonhommes là. Mais voilà, bah là, si vous êtes mère de famille monoparentale, ce truc-là, vous êtes tout là-dedans, quoi. Hein. C'est bien gentil, mais ça. Il y a toujours dans la présentation des choses, dans la mise à disposition, une espèce d'interaction. Moi, à chaque truc que je vous présente, je me dis, par exemple, à ce moment-là, là, quand j'ai présenté des données plus complètes, quand j'ai préparé ça, voilà. Quand j'ai préparé ça, je me dis, qu'est-ce que je leur montre? Est-ce que je leur montre un graphique, mais qui simplifie trop? J'avais envie de vous montrer quand même des chiffres, un peu des données. C'est un peu chiant les chiffres, mais ça permet quand même de mesurer, et puis on voit quand même les écarts. Bon, bah là, moi j'ai une hésitation à ce moment-là de faire
quand je construis mon PowerPoint, je me dis, je sais que je l'ai, ce tableau représenté graphiquement, mais en vrai, je l'ai supprimé parce que j'avais envie de montrer du détail de chiffres. Et alors là, tout à l'heure, on discutait, oui, en fait, un concert, si j'avais concert de jazz, là, j'aurais 80%. Et ça, et alors là, le meilleur exemple, c'est ça, quoi. Les films vus sont pas les mêmes en fonction des catégories sociales. Et donc, à chaque fois, on devrait rentrer dans un sous-détail du détail, mais au bout d'un moment, on n'y comprendrait plus rien. Et on aurait des tableaux de chiffres et des tableaux de chiffres et des tableaux de chiffres, et on finirait par plus arriver à comprendre la réalité. C'est une tension qui est pour nous, c'est une question qui est hyper importante, hein, de la simplification pour que on puisse comprendre. Moi, quand j'ai fait ce programme, je dis qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'utilise ça ou ça? On ne sait pas forcément bien nous-mêmes. On va en disant ça se trouve, ils vont voir un tableau de chiffres, ils vont se dire je vous ai pas mal assommé quand même avec pas mal de chiffres, mais je me suis dit oui, mais si je parle juste comme ça, vous n'allez pas voir voir quand même les données. Ça permet de se les représenter quand les histoires de camembert, les histoires de courbes. Si vous avez juste dit le part de cadre est passé de 90% à 70%, là vous voyez quand même la courbe. Il y a ouais. J'ai une question pour le coup. Est-ce que vous observez des facteurs qui sont, je dirais, des accélérateurs d'inégalité? C'est peut-être en lien avec la page avant, on parlait de sortie, mais aujourd'hui il y a aussi tout un tas de phénomènes technologiques ou de sociétés de consommation qui excluent, mais qui vont finalement prendre une part trop importante, peut-être plus que dans les années 70, du revenu que les gens ont, alors que les revenus, si on prend la pyramide de Maslow, eh bien, logiquement, on se dirait, non, cette part de revenus devrait être plus pour se chauffer, pour se nourrir, versus la technologie, les téléphones, les télés, etc. Est-ce que ça, c'est pas des phénomènes? Est-ce que vous les observez? Oui, il y a quelque chose de majeur dont je n'ai pas parlé. Dans la prochaine fois, il faudrait vraiment que je l'inclue, notamment au début, quand je dis l'évolution du niveau de vie médian. Il y a un phénomène majeur qui apparaît pas beaucoup dans ma présentation, c'est certain, qui est un très gros accélérateur, sans doute le plus gros des inégalités. Hop. J'en ai parlé, il y a une slide quand même sur les questions, mais c'est le logement. C'est-à-dire cette multiplication par 2, si vous avez 25 ans, à âge équivalent, la part de la courbe, elle est très certainement comme ça et pas comme ça. Alors les logements se sont améliorés, en bien meilleure qualité que dans les années 70, il faut faire attention quand même, mais n'empêche que toute une partie du revenu, il va aujourd'hui des jeunes ménages, quand je dis jeunes, c'est même jeunes ménages 30-35 ans, vers les bailleurs, surtout pour les plus petites surfaces, pour les studios notamment. Cette courbe-là, elle est trompeuse pour les jeunes, et ça, c'est un accélérateur majeur. Après, la question de la société de consommation, c'est très compliqué, la question de l'usage, parce qu'on peut en faire une critique très forte, mais n'empêche que l'espèce d'outil que j'ai là me permet tout à l'heure de dire à Roman qui est là, le train, il est annulé, etc. Ça a quand même une utilité, quoi. Est-ce que je vais arriver, etc. Il nous a permis d'échanger tout à l'heure dans le train, oui, le PowerPoint, machin, je vois. Donc, il faut à la fois se poser la question, bien entendu, de l'usage, et ça crée des inégalités parce qu'on n'a pas accès à ça, mais en même temps de l'utilité de ces biens-là. C'est-à-dire, il y a une critique un peu radicale de la société de consommation qui, moi, en tout cas, je pense qu'il faut faire attention à ça. Ça produit quelque chose. Est-ce que j'ai besoin d'être abonné à un truc qui s'appelle Spotify, par exemple? Non, je pourrais m'en passer, j'ai des CD chez moi. Mais quand même, donc c'est un peu un truc inutile, on me le supprimerait, je vivrais toujours. Mais quand même, j'ai accès à un univers musical. Bon, d'autres, ça va être Netflix, par exemple. Un univers de films qui est dément, auquel avant, on regardait la télé, on regardait le film qu'il y avait sur la 1 ou la 2, et puis c'était tout, quoi. Et donc, du coup, c'est compliqué parce que où est-ce qu'on est dans la folie? On va dans un supermarché, puis on voit,
si on est un peu anthropologue de nous-mêmes, quoi, on fait un pas de côté, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a des yaourts, et des yaourts, et des yaourts, et on se dit, bah oui, voilà, c'est ça. Ça sert à un monsieur quand il va en prison, mais on se dit, c'est fou, quoi. Il y a quelque chose de fou, mais quelle est la voie là-dedans? Et comment on peut dire aux gens, bah ça sert à rien? C'est un truc très, très compliqué. Alors, il y a d'autres facteurs d'accélérateur des inégalités dont je n'ai pas parlé. Il y en a un, c'est les transformations familiales, et notamment le fait qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, essentiellement des femmes avec des enfants, et que quand on a un seul revenu, justement, il y a ce problème d'économie d'échelle dont je parlais tout à l'heure, et qu'il y a aussi il y a une question de niveau de vie, hein, avec des taux de pauvreté des mères de familles monoparentales très élevés, et puis il y a aussi la question du sentiment d'insécurité, parce que si on est soi-même responsable et seul responsable, au-delà du fait que on peut avoir des revenus parfois classe moyenne, pas trop faibles, mais être un peu sur un siège éjectable, se dire je vais me retrouver au chômage avec mes gamins, c'est quelque chose qui voilà, et que quand on est deux, on va compenser. Il y a ça, il y a la question bien entendu de l'immigration aussi, hein. Dans ces dernières années, il y a une reprise de l'immigration qui fait qu'on accueille bien difficilement, mais quand même plus de gens, qui fait qu'il y a des gens peu qualifiés qui arrivent. Et c'est certain que ça, c'est une des grandes hontes de notre pays aujourd'hui, qui est la manière dont on accueille ces personnes, qui font qu'on se retrouve aujourd'hui avec quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, 20 ans, un certain nombre d'enfants qui dorment dehors parce qu'on interdit à leurs parents de travailler. Ça, quand on moyennise les questions de pauvreté, hein, faut quand même faire attention. Aujourd'hui, on va dire qu'on a un seuil de pauvreté qui est à 1 000 €, mais qu'il y a des gens qui ne vivent pas du tout avec 1 000 €, hein, avec beaucoup moins. Excusez-moi, il y avait madame et ensuite, mais en même temps, comme vous avez posé vos questions, on va faire un tir groupé aussi pour essayer de respecter. Non, ça vous va? Je peux répondre de manière plus courte. Plus courte, d'accord. Allez-y. Puis après. Dans votre présentation, la différence de revenus engendre la plupart des inégalités. Je ne veux pas être fataliste, mais ça veut dire qu'il n'y a finalement jamais de justice sociale. Il y a plusieurs choses. Alors, d'après ma présentation, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'à la base des écarts de revenus, c'est d'abord des écarts de niveau de diplôme, de qualification, qui font naître des inégalités de revenus qui, dans une société marchande, sont quand même un élément central. À la réponse, il n'y aura jamais, je ne sais pas. La réponse, d'abord, elle n'est pas forcément en termes d'inégalité. En général, on accepte très largement les inégalités. Les inégalités en soi, ce qui nous pose problème, c'est ce qui est injuste. Est-ce que c'est mérité ou pas? Et mon sentiment, c'est que, enfin, je ne ferais pas l'observatoire des inégalités avec l'investissement que ça demande si je ne pensais pas qu'on pourrait aller vers plus de justice. Voilà. Mais qu'on arrive à une sorte de société totalement juste, au nom de quelle valeur on pourrait déterminer qu'elle est société totalement juste. C'est un objectif auquel on doit essayer de travailler, que tout le monde, et d'ailleurs énormément de gens opèrent pour essayer de la rendre plus juste, en tout cas, mais qu'elle soit totalement juste, c'est une forme d'idéal. Au fond, si on y réfléchit bien, je suis pas sûr que ça soit une société qui soit tellement vivable. En réalité, hein, s'il n'y a plus du tout, il y a quelque chose qui opère pas bien. On sait que, par exemple, pour rendre la société le plus juste possible, c'est de prendre tous les enfants de leurs parents et de les faire élever dans un truc collectif. Comme ça, plus d'influence du milieu social. Personnellement, voilà, je suis pas sûr que ça soit génial. Voilà. Et François, et puis... allez-y. Allez-y. Bon, c'est pas facile de traiter toutes les inégalités en 40 minutes, mais il y a 3 sujets que j'ai pas vu aborder. D'une part, les inégalités territoriales, questions liées à la santé, et la préoccupation par rapport à l'environnement. La question des territoires que j'aborde pas dans cette présentation, elle est quand même majeure. Vivre dans certains quartiers de Lyon, du centre de Lyon, et puis vivre à Givors, c'est
quand même pas la même chose. L'environnement qu'on a, la population qu'on a, n'est pas la même. Et sur votre site internet, vous trouverez plein de données, notamment un outil qui permet de regarder le nombre de personnes pauvres. Je ne suis pas allé regarder à Givors, mais c'est sûr que c'est extrêmement structurant. Dès qu'on moyennise des données pour toute la France, on arrive à mettre ensemble des univers totalement dissemblables. Et notamment, en gros, les univers là où la France la plus pauvre et la plus en difficulté, c'est la France de l'habitat social, des banlieues, des grandes villes, voire parfois des centres-villes. Hein, dans beaucoup de villes françaises, la pauvreté, elle est au moins très très près du cœur. Mais ça, c'est vrai que c'est central. Sur la question, avant l'environnement, tu avais la question de la santé. J'ai présenté la question d'espérance de vie et dit un peu quels étaient les facteurs. La question des inégalités de santé, elle est extrêmement liée au milieu social. Et très souvent, on met des indicateurs de santé, ou par exemple des inégalités territoriales de santé, alors qu'en réalité, derrière, il y a la carte des catégories sociales. Et très souvent, quand on parle d'inégalité de santé, on parle d'accès aux soins, de technologies de soins, d'éléments qui sont certes importants, hein, parce que je ne vous dis pas la valeur de certaines dents que j'ai à l'intérieur de ma mâchoire, mais que c'est certain qu'une partie des gens ne peuvent pas se le payer. Et donc, faut être clair que là, il y a un élément central, mais que je trouve que dans le débat public, on ne met pas assez en avant ce qui constitue le cœur de ces écarts-là, qui est comment on s'use physiquement au travail. Et je vais faire le lien avec les inégalités environnementales. Une des inégalités environnementales majeures dont personne ne parle quand il parle des inégalités environnementales, c'est la question de l'environnement de travail. C'est respirer des poussières, travailler sous la pluie, être dans des environnements le froid ou l'extrême chaleur sur un toit. C'est ça pour moi, c'est peut-être le cœur des inégalités environnementales, parce que on y passe beaucoup de temps quand on est, en tout cas pour les actifs, et toutes les données qu'on a là voient l'écart qu'il y a à travailler avec des produits dangereux, par exemple. C'est quelque chose, voilà, qui est quelque chose de majeur. Sur la question des inégalités environnementales, je vous invite à lire le texte qu'on vient de publier de ma collègue Anne Brunner, qui vient de publier un point de vue sur ce sujet-là. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une question de bien définir de quoi on parle. Très souvent, c'est un peu la tarte à la crème, l'environnement, etc. Et c'est quoi l'environnement? Par exemple, on exclut le travail. L'environnement, ça serait juste l'air qu'on respire. Bah, non. L'environnement, c'est ce qui nous entoure, le bruit, les conditions de travail, plein de choses différentes qu'il faut mettre ensemble, et il faut faire attention. Une fois qu'on a dit ça, il y a c'est quoi les inégalités dans ce domaine-là? Une fois qu'on a déterminé notre environnement, c'est quoi les inégalités? Les inégalités, quand on a ça dépend des études. Le travail, c'est massivement les moins qualifiés, les plus. Quand on regarde la pollution de l'air, on s'aperçoit que dans certaines villes, ça dépend des villes, mais par exemple, à Paris, ceux qui subissent le plus, qui respirent l'air le plus mauvais, c'est à la fois les plus riches et les plus pauvres. C'est pas forcément les plus riches qui respirent un meilleur air, les plus pauvres un air moins bon. Donc c'est de l'équité. On n'est pas dans une situation on pourrait peut-être dire qu'il n'y a pas d'inégalité environnementale, sauf qu'il y a une inégalité sociale qui fait que les conséquences de respirer un air mauvais, chez ceux qui vont moins souvent chez le médecin, les conséquences des inégalités environnementales, c'est pas les inégalités environnementales, c'est les inégalités environnementales passées au prisme des inégalités sociales, fait que ça a une conséquence pour les moins favorisés. Et donc le discours qui dit inégalité sociale et inégalité environnementale vont de pair, il est faux. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. C'est souvent vrai, mais c'est pas toujours vrai, et il faut faire attention à ça. Et puis enfin, il me semble qu'il y a une autre confusion quand on parle d'inégalité environnementale, qui est les inégalités, par exemple, face au réchauffement climatique et l'avenir de la planète, qui est une inégalité entre nous aujourd'hui, on crame tout, quoi, on consomme tout, et les inégalités
les générations de nos enfants, nos petits-enfants, etc. demain, qui est quelque chose de différent, qui est une forme d'inégalité entre les générations. Et qu'un problème politique tout à fait majeur, c'est la combinaison de ça. C'est jusqu'où on va entre réduire les inégalités sociales face à l'environnement aujourd'hui et jusqu'où on va mettre dans sauver la planète. Et par exemple, les zones à faible émission sont bien un cas majeur de dilemme. C'est-à-dire, si vous interdisez toutes les bagnoles les plus polluantes, là, vous avez la révolution parce que les gens, il faut qu'ils aillent au travail et qu'ils se bougent, etc. Mais si vous ne les interdisez pas, vous allez continuer à faire des morts et des morts et des morts pendant des années. Donc, vous devez bien trouver une solution. Et plutôt que de faire semblant de se dire, oui, on va arriver comme ça avec un truc magique et tout va bien ensemble entre les deux, il faut essayer de se battre sur les deux plans en même temps. Et c'est pas simple. Politiquement, c'est compliqué. Il faut assumer que ça soit compliqué, quoi. Qu'il n'y a pas de truc simple, il n'y a pas de discours simpliste là-dedans. Monsieur? Ouais. Et donc justement, vous observez les inégalités de différents types. Est-ce que vous avez un centre de prospective où vous faites des scénarios? Absolument pas. Moi, j'ai contribué, il y a un organisme qui s'appelle Futuril, qui est un grand centre de réflexion prospective. Je suis extrêmement méfiant. Ça m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire ça m'intéresse de réfléchir sur l'évolution d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne. Par exemple, des éléments démographiques. Voilà, il y a peut-être un jour où la croissance de la part des familles monoparentales va finir par se stabiliser, si on estime que les couples n'explosent pas. Donc ça, c'est un facteur qui pourrait jouer dans un sens. Mais je suis extrêmement sceptique au discours de prévision de l'avenir, et notamment en termes d'inégalité, qui dépendent pour une grande partie de la croissance de l'activité économique, qui dépendent pour une grande partie de facteurs. La France est un des plus grands exportateurs dans le monde. Et quand ça va pas bien en Allemagne ou aux États-Unis ou machin, ça se répercute sur les revenus, le chômage en France, l'emploi en France, et ça se répercute sur nos vies. Donc on est extrêmement intégré dans une forme de mondialisation qui fait que y a trop de trucs qu'on contrôle pas. Voilà. Et je me méfie beaucoup des gens qui savent. Ouais. Les cours, moi je peux vous faire des belles prolongations, puis pour vous dire que, vous voyez bien que si je prolonge ça, je peux vous dire, si je m'arrêtais là, je pourrais plus grossir ce truc. On va dire, très forte progression du niveau du médian, mais si je m'étais là, je pourrais faire une prolongation, un peu comme ça. Et puis si j'étais à très long terme, je pourrais dire, on est en train d'aller là. Et voilà, je suis quand même souvent très méfiant par rapport à ces idées de scénario et d'essayer de déterminer où on va. Bon, voilà, c'est peut-être une erreur, mais... Oui, mais est-ce que la croissance ne crée pas des inégalités? C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Hein, les courbes qu'on voit là, ça, c'est le ralentissement. C'est plutôt le ralentissement de la croissance qui fait qu'il y a une montée du chômage et une montée des inégalités. Ça, c'est avec un effet de report dans le temps, le chômage de masse. Hein. Le chômage de masse, c'est lié au fléchissement de la croissance. Alors après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette croissance? C'est-à-dire comment on la répartit? Comment on répartit le trésor entre les gens et le type de croissance qu'on a? Parce qu'on est face à un dilemme, le même dilemme que les ZFE, c'est-à-dire youpi tralala, mettons du charbon dans la machine et ça va repartir un bon coup, sauf que le charbon, ça pollue et qu'au bout d'un moment, on va se retrouver à faire péter la planète. Mais ça, c'est bien gentil de dire ça quand on a un bon logement, etc. Mais quand on est mal logé, etc., la croissance et qu'on cherche du boulot, on a besoin qu'on construise des bâtiments, qu'on fasse rouler des voitures, des machins, et on a envie d'accéder, on n'a pas de voiture. Et donc, il y a une grande difficulté qu'il faut aborder plutôt de se dire, oui, allez hop, arrêtons la croissance, puis tout ira bien. C'est pas si simple. Monsieur, allez-y. Allez-y. Vous avez montré vos slides, et vous revenez une question d'un des tout premiers slides, vous compariez les pays en termes de pauvreté. Ouais. Alors que les pays scandinaves soient les moins pauvres, je vois un peu plus loin, mais que la République tchèque soit le moins pauvre. Oui, il faut se méfier beaucoup de... En réalité, je devrais prendre que l'Allemagne, la France, des trucs à peu près comparables, l'Italie et l'Espagne. Là, on a des pays d'ordre très très différent de taille. Faut bien se rendre compte. Alors je vous ai épargné là, il y a beaucoup d'endroits où on va vous mettre Chypre, le Luxembourg, des espèces de confettis. Et puis, en fait, on est quand même dans des espèces d'ordre de grandeur, quoi. L'écart qui est là, il est important par rapport à ici. Oui, il est important. La République tchèque, j'en sais rien. C'est peut-être aussi
disons, sur le long terme, la persistance de normes d'écart un peu moins importantes dans les anciens pays communistes qui sont restés, quoi, de régulation. Après, il y a des pays qui ont gardé des formes de régulation, notamment les pays, la Finlande, la Norvège, le Danemark, où, en dépit des attaques qu'il y a à leur modèle social, il reste des règles. Et ça, c'est après, attention, hein, c'est aussi après redistribution. Il faut voir que si on n'avait pas la redistribution, la France serait beaucoup moins bien classée. Hein. Du coup, c'est inférieur au salaire, la moitié du salaire médian. Ouais, le seuil qu'on utilise là, c'est la moitié du salaire médian. Alors, il faut faire très attention, bien sûr, oui, vous avez tout à fait raison de le faire remarquer. C'est le niveau du médian de chaque pays. Hein. Je ne veux pas la Suisse, mais le seuil de pauvreté en Suisse, je pense qu'il est à 3 000 euros. Il est la Suisse. Il est là. Ah oui, je l'ai mis alors. Bon, voilà, autant pour moi, mais le seuil de pauvreté en Suisse, il n'a rien à voir avec le seuil de pauvreté en Hongrie. Hein. C'est rapporté au niveau du médian de chaque pays. Hein. La pauvreté, c'est relatif. C'est relatif au niveau du médian, voilà, au niveau de vie, au pouvoir d'achat, on pourrait dire, de chaque pays. C'est comment on est plus ou moins proche de la norme de ce pays-là. Ouais. On entend beaucoup en ce moment, et c'est d'actualité, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, le fait qu'on va robotiser de plus en plus les emplois. Alors moi, j'entendais encore ce matin aux Japon. Par un homme qu'on va nommer visionnaire, mais on va le laisser brûler. Mais en tous les cas, et il émerge en même temps l'avènement de potentiellement dans les années à venir, on sera peut-être plus là pour le voir, mais du salaire universel. Justement parce qu'il y aura de moins en moins d'emplois. De revenus universels, Revenus universels, donc du coup, comment vous voyez ça? Si toutefois des choses comme ça. Non, mais c'est pareil, moi, en vrai, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que va faire l'IA Le juste truc qui m'interroge, c'est que c'est marrant l'impact que ça a, mais quand on supprime des emplois d'ouvriers peu qualifiés, parce qu'il y a de nouvelles technologies, mais alors quand c'est des trucs de cadre, là, on commence à dire, waouh, ça va toucher des gens qui ont un pouvoir médiatique, qui ont un pouvoir médiatique. C'est moi, là, mais en vrai, je sais pas du tout l'impact que ça va avoir, l'IA sur sans doute, ça va supprimer, je veux dire, le métier de cardiologue, il va plus avoir de sens. Cardiologue, par exemple, ça n'a plus de sens, puisque l'intelligence artificielle, elle fait mieux le diagnostic que le cardiologue. Donc, on va supprimer des emplois de cardiologue, mais à côté de ça, il y a quand même plein d'emplois qui sont supprimés. Quand on fait passer toutes les caisses automatiques, etc., c'est pour de l'intelligence artificielle. Mais ce qui m'intéresse beaucoup le discours médiatique sur les inégalités, qui prend l'espace médiatique. Quand vous avez la réforme des retraites, vous voyez bien qui parle, qui prend la parole, et à chaque fois, c'est intéressant de lire là-dessus. Sur la question du revenu universel, c'est une proposition qui a été faite par une partie de la gauche. Pour moi, ça n'a juste pas de sens, quoi. C'est-à-dire que la richesse qu'on produit, on reste dans des sociétés de rareté, et on reste dans des sociétés où la richesse qu'on produit, elle est liée massivement à notre travail. Et que si on voulait avoir des niveaux de trucs qui soient décents, c'est des masses en jeu qui sont tellement colossales que ça n'a pas de sens d'y réfléchir. Enfin, on peut y réfléchir d'un point de vue, disons, philosophique, en se disant il faudrait que tout le monde ait un revenu, mais on se met entre nous, jamais on n'arriverait à se mettre d'accord sur le revenu universel. Et en plus, derrière ça, il y a quand même quelque chose. Le revenu de son travail, le fait de travailler, alors vous allez me dire qu'il y a moins en moins de syndicalistes, etc., mais on a quand même un petit peu de pouvoir sur qu'est-ce qui se passe en relation avec son travail. Le jour où c'est la collectivité qui distribue comme ça des salaires, vous n'avez plus la grève n'existe plus, par exemple. Vous pouvez plus, on vous distribue vos salaires, vous n'avez plus de poids, c'est-à-dire on prend son revenu universel. Pour moi, c'est trop théorique. Pour moi, c'est un truc d'intello. Les choses sont dites. C'est un truc, une espèce de supputation comme ça qui est bien gentil, mais concrètement, ça ne dit rien aux gens. Le revenu universel, les gens, ils veulent avoir un revenu décent à partir de leur travail pour pouvoir travailler et puis gagner leur vie et s'intégrer. Mais à force de réfléchir à des trucs, il ne faut pas être trop
populiste. C'est-à-dire, c'est bien qu'il y ait des philosophes qui réfléchissent à des trucs et tout ça, mais il y a un moment où il faut juste un peu revenir sur terre, quoi. Par exemple, aujourd'hui, la gauche française, une partie de la gauche française veut donner un revenu à des étudiants. À tous les étudiants, le même revenu. Bah, ça, c'est magnifique, ça. Pour les familles qui ont les moyens de payer les études, ça va engranger du patrimoine. C'est directement de l'argent qui va être épargné. Alors, philosophiquement, c'est bien que tous les étudiants aient un revenu et tout le monde ait le même revenu. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais dans la réalité, compte tenu des contraintes budgétaires qu'on a, financer l'étude des enfants qui ont les moyens, enfin, personnellement, je suis totalement opposé à cette histoire-là, quoi. Quand on voit le niveau des bourses et notamment. J'avais une question, mais madame d'abord. Je rebondis juste, c'est quand même ce qui se passe avec les classes préparatoires, où l'État finance outrageusement les classes préparatoires, renforçant les inégalités, et beaucoup plus... Oui, mais disons que renforcer un système qui est déjà défaillant, ça ne sera pas une bonne idée, mais c'est comme la gauche française qui propose ça. Hein. Moi, je n'ai pas inventé, c'est disons que renforcer un système qui est déjà défaillant, le rendre encore plus défaillant, n'irait pas dans le bon sens. Bon, voilà. Il y a des milliardaires de la tech, justement, qui, en voyant qu'ils vont prendre énormément d'emplois, qui proposent un revenu universel comme idée pour pas que les populations... Oui, mais le revenu universel, à la base, c'est une proposition néolibérale, parce que les gens les plus pro-marché ont quand même la conscience qu'au bout d'un moment, les gens, il ne faut pas qu'ils meurent. Et donc, l'idée qu'on vous donne une sorte de charité minimum, puis le reste, vous ne nous embêtez pas. Le reste, on verra comme ça ira. Et c'est pour ça que je suis opposé à ça. Après, dans le débat, moi, je suis vraiment contre. Hein. Il y a des gens qui ont aussi des arguments pour dire, pour défendre ça, c'est universel, tout le monde, on ne pose pas de problème, tout le monde touche ce revenu-là. Il y a un débat sur les prestations sociales, par exemple. Est-ce qu'on doit les mettre sous conditions de ressources? Par exemple, moi, je ne suis pas contre. Je suis pour les allocations familiales pour les familles aisées. Je pense qu'il y a des prestations sociales, il y a les personnes aisées doivent aussi bénéficier des services publics. Je ne suis pas pour faire payer l'école primaire en fonction des revenus. Vous voyez, il y a toujours une question de dosage, quoi. Il y a un moment où jusqu'où on doit le réserver aux pauvres. Je pense qu'un système qui serait trop sous conditions de ressources, à l'opposé du revenu universel, c'est trop sous conditions de ressources, qu'il n'y ait que les pauvres qui en profitent, ce ne serait pas forcément un bon système non plus. Il y a un problème d'adhésion. Il faut mieux donner un petit peu d'argent aux riches pour qu'ils adhèrent au système, pour leur en prendre beaucoup. Voilà. Oui. Non mais c'est vrai, hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Alors, toute la démarche sur les inégalités sont basées sur la croissance, en tout cas de ce que j'en comprends de ce que vous dites. Et si nous étions dans une démarche de décroissance, est-ce qu'il y aurait moins d'inégalités? La notion de décroissance dans une société. La difficulté, c'est que cette notion... Alors, il y a deux difficultés. La première, c'est, en fait, qu'est-ce que c'est que la croissance? La croissance, c'est quoi? Concrètement, des enseignants, c'est la croissance. Se faire couper les cheveux, c'est la croissance. Enfin, il y a plein de... Dès qu'on est payé, on participe à l'activité économique. Donc, il y a toute forme à l'intérieur de la croissance. C'est un espèce de truc comme ça qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Premier point. Deuxième point, c'est évident que faire décroître l'activité économique n'est pas soutenable pour les plus pauvres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire aux gens, voilà, on va construire de moins en moins de logements, on va avoir de moins en moins d'emplois, etc. Et puis tout va aller bien. À l'évidence, il y a des besoins à satisfaire de croissance. On a parlé de la santé, de l'éducation. Il y a des besoins qui sont gigantesques. L'environnement, on a besoin de croissance. On a besoin, par exemple, d'isoler le logement, de plein de trucs pour que ça aille mieux. Mais l'opposé de ça, c'est que là où on a quand même un problème, c'est que on sait que ça pose un problème de produire toujours plus. C'est ce que je disais tout à l'heure, entre aujourd'hui et demain. C'est que si on continue à accumuler et produire plus, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils n'auront plus de vie sur Terre. Donc, on a bien un dilemme. C'est-à-dire, c'est pas supportable aujourd'hui pour ceux qui ont plus de besoins de dire, on va plus faire de croissance, mais que si on continue comme ça, on va avoir un problème demain. Et la question, c'est celle de l'arbitrage. La question, elle est notamment de la répartition, c'est-à-dire quel type de croissance on a et comment on la répartit une fois qu'on a décidé de faire une croissance qui soit un petit peu différente et comment on la répartit. Pour la répartir, il faut se mettre d'accord. Parce
Parce qu'il faut qu'on arrive à des compromis entre des gens avec des intérêts différents et qu'on soit capable de dire, bah voilà, on a besoin de faire ça, on a besoin de construire on sait très bien qu'on a besoin de construire des logements sociaux. Bon, bah, on va les rajouter là, à Givors, on va en construire comme ça, des grandes barres de HLM à Givors. Tu vois, peut-être que ça serait mieux d'aller dans des endroits où, pour avoir un peu plus de mixité sociale, on serait bien d'avoir des trucs. Voilà. Dans certains arrondissements de Lyon, ça serait un peu mieux de les implanter là-bas. Vous voyez, c'est tout plein de problèmes comme ça qui sont des problèmes concrets. Il y a une aspiration fondamentale de la population, c'est de vivre dans sa maison avec son jardin. Le pavillon, c'est le mode de vie idéal des gens. Mais on sait que c'est pas possible. Donc comment on fait? Parce que si on fait des pavillons sur des pavillons, c'est pas gérable. Ben, comment on fait pour gérer ces trucs-là? Quelles contraintes on adopte? Quels compromis sociaux? Quels débats on a pour dire bah oui, on peut faire ça, mais ça c'est des trucs qui sont intéressants à réfléchir politiquement, de se dire quel arbitrage on doit. Et puis donc dans le point de vue je me fais le porte-parole d'Anne Brunner, ma collègue, mais elle développe un peu ça. Elle dit, bah voilà, quels compromis sociaux on doit faire entre nous. Et le discours d'une partie dans le débat public, c'est les classes populaires se foutent de l'environnement. L'exemple des ZFE, on va avoir un valeur, c'est complètement faux. C'est-à-dire quand on regarde les enquêtes sur les valeurs des gens, tout le monde s'intéresse à l'avenir de ses enfants, de qu'est-ce qui va se passer, etc. Il n'y a pas les riches bourgeois de gauche qui sont pro-environnement et puis le prolétaire de base de droite qui est contre l'environnement. C'est faux, quoi. C'est pas du tout ce qu'on voit dans les enquêtes. Comment on arrive à tout le monde a conscience aujourd'hui qu'il faut faire un effort, mais cet effort il est acceptable que s'il est proportionnel aux moyens des gens. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.